Qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Merci chers auditeurs d'être à l'écoute de ce magazine Humura Burundi dont voici d'abord les grandes lignes. Une personne est morte suite à une explosion de grenade dans l'après-midi de ce mercredi au chef-lieu de la province Muyinga. C'est bientôt que les membres du parti CDP vont regagner le Burundi. Enfin, les élèves et écoliers réfugiés au camp de Rusenda en République démocratique du Congo ont été renvoyés de l'école depuis ce mardi pour raison du Minerval. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Steve Niungeko pour la prise d'image et Fabrice Ndimulukundo pour la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. 23e jour de détention des journalistes du groupe de presse Iwachu. Il s'agit d'Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et leur chauffeur, Adolphe Massavarakiza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. 5 jours après leur arrestation, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Page sécuritaire, une personne est morte et 3 autres blessés d'une explosion de 2 grenades dans l'après-midi de ce mercredi au chef-lieu de la province Muyinga. L'auteur de ces explosions est soupçonné d'appartenir à une bande armée. Nous allons revenir sur le reportage nous allons revenir sur l'élément sonore sur ce reportage dans quelques instants. Une femme membre du parti CNL de la colline Garoueza en commune Kiganda de la province Muramvia a été sauvagement tuée après être violée dans la soirée de ce lundi. Marie-Claire Niongere, âgée de 42 ans, était représentante de la Ligue des femmes du parti CNL sur sa colline. N'est-ce pas, Vicky Chris Ninherit? Selon des témoignages recueillis sur la colline Garoueza, le corps de Marie-Claire Niongere a été retrouvé dans la rivière Nyaviamo le matin de ce mardi. C'est après que sa famille l'avait cherché durant toute la nuit sans succès. Les mêmes sources disent que Marie-Claire Niongere a été violée avant d'être tuée. Son corps présentait des blessures et des tiges d'arbres avaient été introduites dans ses parties génitales, précisent nos sources. Selon son voisinage, la victime avait passé la journée au marché de Rutegama, au chef-lieu de la même commune de Rutegama. Ses bourreaux l'auraient poursuivi pour exécuter leur plan, soulignent nos sources qui craignent un assassinat prémédité et avec des mobiles politiques. Les membres de son parti, le CNL, disent que la victime était très active dans son parti. Après constat des officiers de la police judiciaire, un suspect a été arrêté. L'administration locale dit ne pas être au courant de l'affaire. Merci à Vicky Chris Ninheretse. Des militaires sillonnent la forêt de la Kibira depuis ce mardi. Il s'agit d'un effectif dépêché pour enquêter sur ce qui a réellement poussé les riverains de cette forêt à fuir leur ménage. Au lieu de tranquilliser les habitants des environs, cette opération les inquiète davantage, surtout que parmi ces militaires burundais, certains ne parlaient pas le Kirundi. Le point avec Emmanuel Niungeko. Tôt le matin de ce mardi, les habitants de la zone Ruhororo, en commune Mabaye, de la province de Chibitoke, ont vu un groupe d'individus en uniforme de l'armée burundaise. Certains d'entre eux ont révélé à la population sur place qu'ils voulaient entrer dans la forêt de la Kibira pour traquer les rebelles qui s'y seraient cachés, faisant ainsi fuir les habitants des alentours. Ces gens étaient lourdement armés, quelques-uns munis de 2 fusils. Même si tout le groupe était habillé de la même manière, la population a pu remarquer ceux qui s'exprimaient en Kinyarwanda, en Swahili et en Lingala, ce qui a beaucoup inquiété la population de la zone Ruhororo. D'un côté, les habitants pensent que le but de cette opération serait de permettre aux rebelles rwandais de rejoindre leurs collègues qui y sont présents depuis quelques jours. De l'autre côté, les habitants craignent que ce ne soit un prétexte pour ravitailler ces derniers en munitions. Pour rappel, depuis la nuit de samedi de la semaine dernière, les habitants des collines proches de la Kibira, comme ceux des zones Ruhororo et Butahana, ne dormaient plus chez eux, craignant pour leur sécurité après que des groupes rebelles
d'origine rwandaise se sont repliés dans la Kibira après une attaque qu'ils venaient de mener dans la localité de Bweyeye située au Rwanda. Selon les mêmes informations fournies par la population, certains chefs Imbonerakure de la commune Mabayi seraient chargés du ravitaillement à nourriture dans ces groupes installés depuis la Kibira. Nous avons contacté à ce propos Pascal Basaruguzuye, administrateur de la commune Mabayi, ainsi que colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais ils nous ont raccroché au nez. Merci à Emmanuel Niungeko. Retournons en province Muyinga où une personne est morte et 3 autres blessés d'une explosion de 2 grenades dans l'après-midi de ce mercredi au chef-lieu de la province Muyinga. L'auteur de ces explosions est soupçonné d'appartenir à une bande armée. Le point avec Balthazar Mibour. Vers 13h de ce mercredi, les habitants du chef-lieu de la province Muyinga vaquaient à leurs occupations quotidiennes quand ils ont vu un jeune homme qui leur apparut suspect. Aussitôt alertés, et vers nos sources, les Imbonerakure du parti au pouvoir, aidés par certains policiers, se sont rués sur lui et ont tenté de lui mettre la main dessus. Arrivé dans le quartier Kibogoye, le jeune homme ayant constaté qu'il n'avait aucune chance de s'aimer ce qui était à sa poursuite, s'est arrêté et a dégoupillé une grenade. 3 Imbonerakure furent blessés, ce qui n'a pas empêché le reste du groupe à poursuivre leur cible. Ce dernier finira par se suicider en se faisant exploser à son tour. À part les 2 grenades, il avait sur lui 5 autres grenades encore intactes. Contacté par la rédaction de la RPA, Jérôme Nibibogora, commissaire provincial de la police à Muyinga, a confirmé les faits, mais a préféré ne pas nous en donner plus de détails car il ne s'était pas encore rendu sur le terrain. Humura Burundi. Page droit de l'homme à présent, le sort que subit l'ancien chef des Imbonerakure prénommé Selemani auprès du service national de renseignement en commune Mugwi de la province Cibitoke constitue une violation des droits de l'homme. Réaction du président du Fokode après que le dit Selemani ait été infligé une punition d'essuyer 400 bastonnades. Pacifique Ninina Hazwe souligne cependant que cet Imbonerakure, de même que le responsable du parti CNDD et FDD en commune Mugwi, doivent tous être traduits en justice pour être accusés par la population de bafouer leurs droits. Suivez Pacifique Ninina Hazwe, président du Fokode. Les comportements du chef des Imbonerakure en commune Mugwi, Selemani, et du chef du parti en commune Mugwi, Albert Barusassiyeko, traduisent de la situation du non-droit dans lequel Pierre Nkurunziza a plongé le Burundi depuis 2015. Tenez, nous avons d'un côté un chef de la milice Imbonerakure dans la commune qui est réputé depuis longtemps comme un auteur de graves violations des droits de l'homme dans cette commune. Le chef des Imbonerakure qui, alors, réplique, organise un groupe d'Imbonerakure et qui aurait décidé d'aller tuer le chef du parti. Et d'un autre côté, c'est le chef du parti qui organise aussi des miliciens Imbonerakure à sa sorte et qui décide d'arrêter Selemani, qui le fait détenir dans un cachot de la commune pour du renseignement et qui prend la décision de le châtier avec 400 coups de bâton. Les 2 responsables du parti CNDD-FDD, Selemani et Albert, ils sont tous auteurs de graves violations des droits de l'homme. Au niveau des institutions judiciaires, il n'y a aucune réaction légale en face de 2 personnes qui devraient être arrêtées, traduites devant la justice et jugées pour ce genre de comportement et de violations graves de droits de l'homme. En même temps, on devrait aussi tirer des leçons de cette situation. Les auteurs de ces violations graves de droits de l'homme doivent aussi savoir qu'à tout moment, leurs comportements peuvent se retourner contre eux. Aujourd'hui, c'est Selemani qui est en train d'être tabassé, dont les droits sont violés, qui est torturé comme il torturait les autres. Nous avons à nous battre pour construire un état de droit où la loi est respectée et est la même pour tous et où les droits de chacun sont respectés. Pacifique Nina Hazwe, président du Fokode, a été joint par téléphone par notre confrère Vicky Chris Ninheletse. Pour rappel, Selemani est accusé par le responsable du parti CNDD-FDD en commune Mugwi de planifier son assassinat. Libération ce mardi soir de l'épouse d'Emmanuel Matata, militant du parti CNL, membre du conseil communal de Mutimbuzi en province Bujumbura. Josiane Inamahoro, surnommée Tabou, était incarcérée au cachot de la police en zone Rukaramu depuis 3 jours. Elle avait été arrêtée dans la matinée de samedi dernier avec son domestique, accusé de détention illégale d'armes. Le domestique est toujours en détention et il avait été sérieusement tabassé avant d'être mis au cachot. Sa santé est pour le moment dans un état critique.
En politique, adoption ce mercredi 13 novembre 2019 d'une dizaine de projets de décrets, dont celui portant exemption de poursuites pénales aux détenteurs illégaux d'armes. Un projet de décret qui commence déjà à susciter peur, panique au sein de certains milieux burundais. Néanmoins, une source autorisée au sein des corps de défense et de sécurité a révélé à la RPA que ce projet de décret viserait à permettre aux détenteurs illégaux d'armes de les remettre sans crainte de poursuites pénales. Selon notre source, le projet de décret qui couvrira 3 mois à partir de sa signature s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale et internationale sur la politique de prévention, de réduction et de contrôle d'armes légères et de petit calibre. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Retour bientôt au Burundi d'un premier groupe des membres du parti CDP. Un retour décidé après l'échec de la réalisation du projet de rapatriement en masse des politiciens du Sénared en exil. Le Sénared aurait donc donné un feu vert au patron du CDP, Anissé Niyonkuru, de poursuivre ce projet de rapatriement. Reportage signé Trésor Nyonga. Il est attendu samedi prochain à l'aéroport international Melchior Ndadaye le premier groupe de personnes qui regagneraient le Burundi sous les masques des membres du parti CDP. Selon les informations en provenance des membres de ce groupe, certains sont déjà en quête des tickets dans la compagnie aérienne prévue pour leur transport. Parmi ces personnes, la RPA a déjà identifié certains réfugiés en provenance des camps en Tanzanie qui sont actuellement à Dar es Salaam. Pour ceux qui sont à Kigali, au Rwanda et en Ouganda, ils sont en train de se rassembler à Kampala. La liste des personnes attendues diffusée sur les réseaux sociaux comprend 50 personnes. Sur son compte Twitter, Anissé Niyonkuru n'a pas reconnu avoir posté ce document, mais affirme que, qu'il neige ou qu'il pleuve, il rentrera bientôt au pays. Les sources de la RPA révèlent qu'au départ, la liste des personnes désirant être rapatriées comprenait 60 personnes. Selon les mêmes sources, parmi ces dernières figuraient les membres de la plateforme Snared, y compris toute personne qui aimerait regagner le pays. Après l'échec de rapatriement en masse du Snared, Anissé Niyonkuru, président du parti CDP, a continué à soutenir l'ambition de rentrer au bercail auprès des ténors de cette plateforme. Le Snared a par la suite donné un feu vert à Anissé Niyonkuru de poursuivre ce projet de rapatriement dans l'objectif de garder sa crédibilité envers le gouvernement burundais. C'est dans le même objectif que le Sénared a opté de démettre Anissé Niyonkuru de ses fonctions de secrétaire exécutif de cette plateforme. Il a par la suite cherché des personnes qui rentreront sous le masque des membres du CDP. Le Sénared, quant à lui, avait recruté parmi les anciens militaires, les anciens policiers, les journalistes, ainsi que toute personne ayant la volonté de rentrer au pays. Ce sera le premier groupe à se rapatrier, mais le dit projet reste en cours. Merci à Trésor Nyonga pour ce reportage. Page gouvernance, certains secteurs n'ont pas respecté l'objectif de la politique du charroi zéro initiée en 2013. Pour preuve, certains directeurs se sont procurés de nouveau des véhicules de l'État. Ceux qui suivent d'après la politique économique du Burundi révèlent que la politique du charroi zéro a été mise en application à hauteur de 20% seulement. Pourtant, la politique du charroi zéro montrait les secteurs qui devraient être touchés ou non. Le point avec Éloge Divin Lemèche. Les informations détenues par la RPA révèlent que les ministères pointés du doigt sont le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, le ministère des Finances, du Budget et de la coopération au développement économique, ainsi que le ministère des Transports, des Travaux publics, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. À ces ministères s'ajoute l'Office burundais des recettes, OBR en sigle. Selon les informations recueillies auprès de ces ministères, tous les directeurs généraux sont en possession de véhicules double cabine avec des indemnités kilométriques qui sont versées à leur compte. Des informations que confirme Gabriel Lufiri, président de l'OLUCOM. Vous le savez que cette politique de charroi zéro avait touché à peu près 20% de tous les véhicules de l'État. Par rapport à cette politique, justement, je dois vous dire que, à part le vol organisé de ces véhicules et de l'argent du contribuable, le citoyen burundais n'a rien gagné. Ici, je voudrais vous dire que les véhicules du ministère de la Sécurité publique, donc entre autres la police, les véhicules de l'armée, les véhicules des sociétés publiques, comme la Régie des eaux et d'autres, n'ont pas été touchés par cette politique de charroi zéro. Mais en plus de cela, il y a eu donc les indemnités kilométriques
Pourtant, le décret présidentiel numéro 100/219 du 21 août 2013 décrète les autorités qui ne devraient pas être touchées par la politique du charroi zéro. Ces derniers sont notamment le président de la République qui devrait posséder 15 véhicules et son épouse 3 véhicules. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ainsi que les 2 vice-présidents de la République devraient posséder 4 véhicules chacun et leurs épouses un seul véhicule chacune. Les vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat devraient avoir un seul véhicule chacun. Le bureau de l'Ombudsman devrait avoir 4 véhicules. Au président de la Cour suprême et constitutionnelle était réservé un seul véhicule, de même que le procureur général de la République. Enfin, le protocole d'État devrait posséder 20 véhicules. L'Institut de développement économique du Burundi, IDEC en sigle, dévoile dans son rapport publié en mai 2017 que la politique du charroi zéro n'a réussi qu'à un pourcentage ne dépassant pas 20% seulement. La rédaction de la RPA essaie de joindre le ministère des Finances, du Budget et de la coopération au développement économique, Domitien Ndehokubwayo, mais sans succès. Merci à Éloge Divin Remesh. Humura Burundi. Les réfugiés et les élèves plutôt et écoliers réfugiés au camp de Lusenda en République démocratique du Congo ont été renvoyés de l'école depuis ce mardi. Pour cause, le HCR en charge de l'éducation de ces enfants n'a pas encore payé les frais scolaires de ce premier trimestre. Rachel Kagissier nous en dit plus. Ces enfants réfugiés du camp de Lusenda situé à l'est de la République démocratique du Congo fréquentent les mêmes établissements que les résidents de la communauté de Babembe. Depuis ce mardi, ces enfants réfugiés ont été renvoyés de l'école parce que l'ONG Action Aid, en charge de l'éducation de ces enfants réfugiés en collaboration avec le HCR, n'a pas encore payé les frais scolaires, comme l'indique l'un des parents de ces enfants. Nos enfants ont été renvoyés de l'école depuis hier. Ceux qui ont été renvoyés en premier sont les élèves du secondaire de l'Institut Korora. Ce mercredi, on a renvoyé tous les enfants réfugiés. Ce sont uniquement les enfants de la communauté de Babembe qui sont restés en classe. Nous avons appris qu'ils ont été renvoyés parce que le HCR, en charge de l'éducation de nos enfants, n'a pas encore payé les frais scolaires de l'année passée et de ce premier trimestre. Les élèves qui ont été renvoyés ce mardi et ceux d'aujourd'hui se sont rendus au bureau de la Commission nationale des réfugiés pour manifester leur mécontentement. Les parents de ces enfants demandent au HCR de résoudre cette question dans les meilleurs délais afin que leurs enfants puissent continuer à étudier comme les autres. Nous demandons au HCR et à l'ONG Action Aid, en charge de l'éducation de nos enfants, de tout faire pour qu'ils regagnent les classes. Ce sont les enfants de la communauté de Babembe qui continuent à étudier. Est-ce que les nôtres auront la chance d'apprendre ce que les autres sont en train d'étudier maintenant? À ce propos, nous avons essayé de joindre les représentants du HCR en République démocratique du Congo, mais sans y parvenir. Parlant toujours des réfugiés, l'envie du gouvernement tanzanien de faire rapatrier les réfugiés serait la cause principale du retard de la passation de l'examen du NECTA, examen permettant aux élèves de la 9e année et aux finalistes d'accéder à l'université. C'est en substance l'analyse faite par Gracien Lukindikidza, ce Burundais qui suit de près la question de la scolarité des Burundais vivant dans différents camps de réfugiés, intervient après que cet examen national ait été reporté à plusieurs reprises depuis le mois d'août. Suivez Gracien Lukindikidza. Bon, tout d'abord, je peux dire que au niveau de ces camps d'Otan, Nyamutengere et autres qui sont en Tanzanie, il y a eu toujours des problèmes au niveau de l'éducation. Il y avait un problème de livres, par exemple, dans le camp d'Otan. Les livres qui ont été fournis après par la diaspora burundaise en France. Il y a des problèmes de concours. On avait des problèmes de concours qui venaient du Burundi, qui étaient organisés par aussi le gouvernement burundais. Donc, les réfugiés avaient accès à ce concours pour avoir un diplôme burundais. Mais cette fois-ci, pour les examens de Tanzanie, donc le gouvernement tanzanien a fait essayer d'empêcher ces enfants de faire les examens ou les priver de ces examens pour les pousser à rentrer, parce que le gouvernement tanzanien est dans l'optique de faire rentrer les réfugiés, ce qui est demandé par le gouvernement burundais, et de ce fait, ils refusent l'accès à ces examens. C'est une façon aussi de dévaloriser les enfants, c'est une façon aussi de leur montrer que leur place n'est pas
en Tanzanie. Or, ils ont le droit de faire les études, d'avancer comme les autres, parce que ce sont des réfugiés qui sont protégés par le droit international. Gratien Rukindikidza demande aux autorités habilitées dans le HCR de résoudre dans les meilleurs délais ce problème, car non seulement cela fait perdre énormément de temps à ses élèves, mais ils se retrouvent toujours contraints de faire des rattrapages pour être au même niveau que les autres. Encore une fois, Gratien Rukindikidza. C'est pas une bonne chose pour quelqu'un qui est réfugiés en même temps et à qui on prive le droit d'avoir un diplôme. Je pense que les conséquences aussi pour ces enfants, c'est au niveau économique, on peut dire que les enfants, les jours à venir, il y aura un problème de métier parce que sans diplôme, on a du mal à trouver du travail, même s'ils rentrent au Burundi, il faut être en retard par rapport aux enfants burundais. Et puis en même temps, il y a un problème moral, un problème d'ego, un problème de confiance en soi. Même si on a la connaissance, tant qu'on n'a pas passé un examen pour avoir le diplôme, sésame de la connaissance, on se considère toujours comme étant inférieur à celui qui a eu le diplôme, donc c'est toujours dévalorisant pour ces enfants. Les gens qui peuvent intervenir, notamment HCR peut intervenir, il y a aussi les ONG, il y a aussi d'autres États et aussi la société civile burundaise, tous ces organismes peuvent intervenir pour pousser le gouvernement tanzanien à accepter que ces enfants fassent des examens. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur cette intervention de Gratien Rukindikidza que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 13 novembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Fabrice Ndimurkundo pour la bonne collaboration technique. Et merci également à MS Stevening Eco pour la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.